Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous pour cette fin de semaine. Nous sommes le vendredi 9 août et voici les titres. Chaque année, le comité des fêtes de la Saint-Roman consacre 3 dates à ce saint patron de Monaco, de fin juillet à début août. La soupe au pistou, la soupe de poisson et ce vendredi matin en point d'orgue, la cérémonie de la Saint-Roman, nous y étions. Les Jeux Olympiques s'achèveront ce dimanche. Pendant plus de 2 semaines, les yeux du monde entier sont rivés sur cet événement. Nous vous présenterons aujourd'hui le lieu où se déroule la retransmission télévisée avec 11 000 heures de programme filmées par 1300 caméras. Retour sur le dernier concert donné dans la cour d'honneur du Palais Princier avec comme chef d'orchestre Piotr Popelka et le soliste Mao Fujita. Est-il intéressant de partir en voyage au dernier moment sur un coup de tête ou vaut-il mieux préparer son voyage en avance? Pour répondre à cette question, nous serons avec le directeur d'une agence de voyage. Et enfin, nous avons testé au sein de la rédaction quelques activités nautiques et vous le verrez, ça décoiffe. Après la traditionnelle soirée de la soupe au pistou qui s'est tenue hier au soir dans les jardins de Monaco-Ville, les célébrations de la Saint-Roman se poursuivent en principauté. Christine Datomel a assisté ce matin aux déambulations dans les rues du Rocher, ainsi qu'une messe qui rendait hommage à ce martyr. Un reportage. Après Sainte-Dévote, il est le 2e patron de la principauté. Saint-Roman était un légionnaire romain qui vivait au Montagel et qui s'est converti au christianisme alors qu'il assistait au martyr de Saint-Laurent. L'empereur Valérien l'a alors fait décapiter le 9 août 258 et il y a 200 ans de cela, une bande de jeunes monégasques a décidé de lui rendre hommage en organisant ce jour-là des célébrations en son honneur. Et dès lors, à Monaco, tous les 9 août, nous fêtons la Saint-Roman, un événement qui séduit toujours autant. Pour la soupe aux pistes, on a fait 250 personnes et malheureusement, on a dû en refuser une bonne vingtaine. La messe, c'est pour honorer Saint-Roman. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Amour. Mais en même temps, c'est la Saint-Roman. Et c'est le 9 août. Donc le 9 août, jour de la Saint-Roman, on fait donc cette aubade en ville que vous venez de voir. Puis on fait la fête, la messe, la grand-messe, dite en monégasque. Et puis après, on fait le tour du rocher avec le petit train, avec les invités. Et puis on termine dans les jardins où un apéritif d'honneur nous est servi par la mairie. Une messe qui a été dite en monégasque par le père Di Luca Di Leo et qui a été accompagnée par les chants de Yucantine d'Aroca. De Monaco, on part au JO avec, pour commencer en athlétisme, le 4x400 masculin. Les Français viennent de se qualifier pour la finale en terminant premier de leur série. Et parmi les coureurs, le licencié à l'ASM, Théo Andan, qui est quand même vice-champion du monde en titre. C'était d'ailleurs le seul coureur français encore présent dans cette série à avoir été vice-champion l'année dernière. La finale de ce 4x400 à suivre samedi à 21 h. JO toujours, vous êtes au quotidien des millions en France et à Monaco à suivre les Jeux Olympiques de Paris 2024 à la télévision. Mais qui se cache derrière la réalisation de toutes ces images que vous voyez à l'écran? Émilie Rousseau et Hugo Comassa ont profité de la visite du Prince Albert II à l'Olympic Broadcast Service pour pénétrer dans les coulisses de l'une des plus grandes opérations de production TV. Voyez le reportage. Le Bourget, en Seine-Saint-Denis, c'est ici que depuis des mois se prépare la production télévisuelle des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le site est à la hauteur du dispositif, près de 40 000 mètres carrés entièrement dédiés à la retransmission de cette Olympiade. Aux manettes, l'Olympic Broadcast Service, filiale du CIO. Elle redistribue le signal aux détenteurs de droits TV dans plus de 170 pays. Elle est donc la source des images que vous voyez dans votre petit écran ou sur d'autres supports. What happens in this place is that we receive all the production, all the coverage that we're doing in the dozens of different venues of the games in Paris, in other parts of France, but even all the way to Tahiti. So all these signals from productions that we do in different parts, we use 1,300 cameras to deliver that. All these feeds, as we call them, they come here in this area, in this master control, which is just behind me. 11 000 heures de programme sont produites sur ces jeux, dont 3 800 heures de direct. Toutes ces images transitent donc par ce véritable vaisseau commandé depuis le parc des expositions du Bourget. Sublimer les performances, saisir les émotions, faire vivre ces jeux comme si vous y étiez.
Voilà à quoi s'attache OBS et il s'avère que Paris est un fabuleux écrin pour réaliser cette mission. They bring the games to the heart of the city. They build these incredible venues for youthful sports like 3-on-3, like skateboarding, right in the middle of the Place de la Concorde, you know, an iconic place. They brought the opening ceremony on River Seine with 300,000 people. So they bring sports right to the heart of the city and sports closer to the people. Et ces jeux sont en passe de devenir les plus suivis de l'histoire. Les audiences pulvérisent tous les records. Plus de 24 millions de téléspectateurs en France ont regardé la cérémonie d'ouverture. Aux États-Unis, au Japon, cette Olympiade connaît également un succès médiatique sans précédent, un succès qui couronne ainsi le travail de près de 8000 personnes mobilisées auprès d'OBS. On quitte les JO, mais on reste dans le monde du sport. L'AS Monaco FC vient de dévoiler sa nouvelle tenue Third, autrement dit sa troisième tenue que porteront les joueurs monégasques lors de la nouvelle saison. Une saison marquée par le centenaire du club. Après l'hommage à l'histoire de la SMFC à travers le maillot à domicile et l'aspect patrimoine avec le maillot à l'extérieur, la nouvelle tunique Third évoque les projets architecturaux monégasques. Cette tenue rappelle avec ses lignes ondulées le design de certaines des constructions les plus récentes de Monaco. Jeudi soir a eu lieu le dernier des 7 concerts donnés cet été dans la cour d'honneur du Palais Princier. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Petr Popelka, interprété du Schumann et du Dvorak, avec en soliste le jeune pianiste japonais Mao Fujita. Reportage de José Sacré, Jean-Alexandre Dordet et Louis Borgia. Dans une chaleur tropicale, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont une fois encore exprimé tout leur talent qui est grand pour emmener le public dans un voyage musical magnifique, sous la direction de Petr Popelka, un jeune chef d'orchestre tchèque, également compositeur. Au programme, la symphonie numéro 3 en mi bémol majeur, Renan de Robert Schumann, et le concerto pour piano en sol mineur opus 33 d'Anton Dvorak. Soliste de ce concerto, Mao Fujita, star du piano au Japon, il était le soliste de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo lors de sa tournée au Japon il y a quelques semaines. Actually, that was fantastic experiences for me. You know, I was like the member of orchestra and I joined every concert in Japan with the Monaco Philharmonic, and of course with Master Yamada. Our relationship is getting more deeper and deeper, and each concert is fantastic. Every time it's fantastic. Ce concerto pour piano de Dvorak était interprété pour la première fois en principauté de Monaco. No, it's very privileged for me to play first time in Monaco. It's premiere, huh? Yeah. Oh, I'm very proud. Yeah, this concerto is, of course, there are so many difficulties of the pianist, for the pianist, and but you know the theme is very, you know, very dramatic pieces, and I think the people will enjoy it easily. You know, this sort of the typical Czech, the Dvorak typical theme. Ce concerto dans la cour d'honneur du Palais Princier était le dernier de la saison 2023-2024. Rendez-vous à la mi-septembre à l'Auditorium Régnier 3 pour de nouvelles émotions musicales avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
Êtes-vous plutôt du genre à préparer vos vacances longtemps à l'avance ou au contraire, vous vous y prenez au dernier moment en faisant tourner une map monde et en posant votre doigt au hasard sur un pays pour s'y rendre le lendemain? Si c'est le cas, c'est original, mais en revanche, il y a quand même quelques contraintes. Pour nous parler des destinations où l'on peut aller à la dernière minute, nous sommes avec le directeur d'une agence de voyage de luxe, Guillaume Leroy. Bonsoir. Bonsoir. Y a-t-il des bons plans de dernière minute? J'ai ma valise là qui est prête, je suis dans les starting blocks. Où est-ce que je peux aller? Alors écoutez, c'est toujours un petit peu compliqué, vous savez, pour un agent de voyage de proposer des destinations un petit peu de dernière minute, même si on pense faire des bonnes affaires, parce que souvent nous avons des nuitées qui sont disponibles par-ci, d'autres par-là. Donc je conseille pas forcément de faire des demandes de voyage comme ça en dernière seconde. Après, maintenant, forcément, on peut trouver des choses, si on n'est pas trop exigeant, bien entendu, avec peut-être des week-ends en Toscane, en Ombrie, des choses en Méditerranée. Bon, on évite de partir trop loin quand on s'y prend au dernier moment? Exactement, vous avez tout compris. En effet, les gens qui ont le plus réussi leurs vacances estivales, c'est ceux qui avaient réussi à prévoir un petit peu la chose. Donc, ceux qui ont réservé bien à l'avance ont pu privilégier le long courrier et partir au Vietnam, en Indonésie, au Japon. Ça a bien fonctionné. Il y avait aussi des destinations comme le Canada et les États-Unis qui avaient été délaissées pendant la période du Covid à cause des nombreuses fermetures de frontières. Donc là, ça a bien fonctionné cet été. Voilà un petit peu les destinations qui fonctionnaient bien. Un peu à la mode en ce moment, c'est ça? Oui, voilà. Alors après, après au niveau des destinations à la mode, forcément, nous, ce qu'on propose et ce qui marche bien en été, c'est bien sûr le bassin méditerranéen. Donc quand les gens voulaient partir un petit peu moins loin et en dernière minute, on a vendu bien entendu la Grèce, les îles des Baléares, les Cyclades, voilà, le Péloponnèse, mais aussi Majorque ou Ibiza. Et pour revenir sur ceux qui prennent comme ça leurs vacances au dernier moment, il y a de plus en plus de monde comme ça qui s'y prend au dernier moment, ou à l'inverse, les gens prévoient longtemps à l'avance en règle générale? Et j'ai envie de dire, il y a les deux écoles, il y a les deux cas de figure. Donc forcément, le contexte un petit peu de ces derniers mois, avec un petit peu les Jeux Olympiques, le contexte économique, l'inflation, la dissolution de l'Assemblée, je crois que c'était début juin. Bon, tout ça a fait que les gens étaient assez attentistes et ça n'a pas fait forcément voilà, la facilité de la chose. Donc, oui, pour les agents de voyage, ça doit être compliqué, oui. Oui, c'est un petit peu en dents de scie cette année. Cet été, c'était un petit peu différent d'habitude. Donc, un phénomène de dernière minute plus prononcé sur les ventes estivales que les années précédentes. Vous l'avez un peu évoqué, mais est-ce qu'il y a un intérêt à s'y prendre comme ça au dernier moment financièrement? Honnêtement, non, parce que quand je vois le prix des billets d'avion sur la Méditerranée, là, pour cet été, c'est devenu compliqué. Je pense que le bassin méditerranéen a été un petit peu victime de son succès. Et la dernière minute, honnêtement, quand on voit le prix des billets d'avion, je déconseille de faire ça. C'est souvent quand on s'y prend à l'avance qu'on a les meilleurs tarifs aériens. Donc, les bons plans de dernière minute, ça peut arriver s'il y a des invendus, des choses comme ça. Mais encore une fois, il ne faut pas attendre, il ne faut pas être exigeant, quoi. Il ne faut pas vouloir partir à tel jour avec le vol qui part le matin. Il faut accepter des fois d'arriver à 11h du soir. Donc voilà, les plans de dernière minute, il y a toujours le revers de la médaille un petit peu, j'ai envie de dire. Les tendances en ce moment, l'été, c'est plutôt mer ou plutôt montagne? Il y a de plus en plus de monde qui part à la montagne ou on reste quand même sur le pourtour méditerranéen? C'est vrai que c'est une tendance, il y a pas mal de choses aussi en ce sens-là. Les bords de mer sont un petit peu saturés. Bon, forcément, en été, les gens veulent encore pas mal être en bord de mer, mais il y a une tendance en effet d'aller un petit peu vers soit les Dolomites, soit la Scandinavie. La Laponie est aussi une belle destination, même en été, même si nous on vend beaucoup la Laponie finlandaise en hiver avec les beaux chalets pour l'expérience motoneige. Mais ça c'est vrai qu'en été, ça peut être une belle chose pour se mettre au vert. Vous, quel serait là votre coup de cœur? Si vous deviez me donner un conseil, vous me feriez partir où? Moi, j'aime bien quand même découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles gastronomies et autres. Donc, j'ai en tête l'Afrique du Sud, qui est un très beau pays, où on peut combiner justement des découvertes de réserves pour être au plus près des animaux, et puis aller, pourquoi pas, à Cape Town. Après, il faut faire un petit vol intérieur pour aller voir les chutes du Zambèze. Voilà, donc ça peut être pas mal d'aller aux chutes Victoria. Il y a des choses très intéressantes comme ça, ou bien le Sri Lanka qui me tient à cœur, où je vais retourner dans quelques mois. Donc voilà, il y a de belles destinations, mais il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Et on y surfe très bien au Sri Lanka. Guillaume Leroy, je le rappelle, vous êtes le directeur associé de My Luxury Travel. Merci pour tous ces conseils. Merci à vous, bel été. Merci vous aussi.
Nous allons vous proposer un reportage rafraîchissant à présent. Vous les voyez sur le littoral monégasque, les bateaux tractant des bouées, des jet skis ou encore du parachute ascensionnel. Que peut-on faire l'été en mer? Eh bien, nous sommes allés avec Thomas Deus à la rencontre de la société MC Watersport. Il faut aller sur le quai du Monte-Carlo Bay pour les trouver. Les employés de la société nautique MC Watersport y ont installé leur base. Plusieurs bateaux et jet skis sont à quai, sans oublier les accessoires comme des planches de wakeboard ou de ski. En fonction de vos désirs nautiques, il y a une solution. Nous proposons les activités non motorisées telles que le pédalo, kayak et paddle. Et les activités motorisées, les engins tractés, le ski nautique, le wakeboard, le parachute ascensionnel, le jet ski. J'ai oublié une activité motorisée mais qui est électrique, ça s'appelle le scooter flight. C'est une trottinette foil qui est accessible vraiment à tout public et qui est vraiment sans aucun danger parce qu'elle fonctionne avec une turbine et on n'a aucun risque de venir heurter le foil. On est au départ du Monte-Carlo Bay, du Monte-Carlo Beach, mais également du Méridien. Il y a deux activités qu'on propose uniquement au départ du port Hercule, qui sont le parachute ascensionnel et la randonnée en jet ski. Et pour tester 3 de ces activités, nous avons choisi Margot et Anaïs qui travaillent au sein de notre chaîne. Voyons ce qu'elles en pensent. On commence par le parachute ascensionnel. On part directement du bateau pour s'élever à 125 mètres de hauteur. Ça secoue parfois, mais l'essentiel est de profiter du paysage. Et parfois, ça rafraîchit un peu. Je suis sûre que c'est eux qui ont demandé. Oui, j'avoue, c'est bien nous qui l'avons demandé. L'atterrissage s'effectue là aussi sur le bateau. C'est vraiment trop bien. C'est trop cool. C'est une super expérience et je recommande à tout le monde. Autre activité, mais au ras de l'eau, cette fois sur une moto des mers, un jet ski de 110 chevaux pouvant aller entre 60 et 70 km/h. Une balade supervisée par un moniteur agréé sur un engin hybride. Un bateau de jet ski qui reste toujours à proximité. Le jet ski, c'est un peu plus d'adrénaline parce que déjà on est aux commandes, donc on peut se guider soi-même et aller où on veut, donc c'est super cool. Dernière activité pour nos cobayes, la traditionnelle bouée tractée. Un coup à droite, un coup à gauche, en fonction des virages. La réaction est immédiate, c'est ce que l'on appelle un véritable tape-cul et c'est ce qui plaît. Ça décoiffe encore plus et c'est là où on a le plus de sensations parce que vraiment on est vraiment au cœur on est très proche de l'eau et le fait d'avoir les vagues, de bouger et de presque potentiellement tomber, c'est ça qui rend l'expérience encore plus décoiffante et folle. Une expérience décoiffante et folle et on remercie MC Watersport ainsi qu'Anaïs et Margot pour avoir servi de cobaye pour Monaco Info. Le point sur vos prévisions météo avant de se quitter. Alban, bonsoir. La canicule est de retour ce week-end. Tout à fait Fabien, nous passons de nouveau en vigilance orange canicule à partir de dimanche jusque mardi prochain. La température pourrait dépasser les 32 degrés, alors n'oubliez pas les gestes à adopter en cette période de forte chaleur. Hydratez-vous et protégez-vous. Pour ce qui est de demain, grand ciel bleu, le soleil brillera en principauté avec des températures allant de 26 degrés au matin à 30 degrés l'après-midi avec un indice UV toujours très fort. Et en cette chaude journée de 10 août, ce sont les Laurents qui seront à l'honneur. Merci Alban et bonne fête à tous les Laurents. Ça fait toujours de belles images, vous l'avez vu dans le reportage précédent. On se quitte d'ailleurs là-dessus avec les photos de Manuel Vitali consacrées aux activités nautiques. Ce journal est terminé, on se retrouve samedi à 19 h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain.